Bonjour, je m'appelle Michael Galash et bienvenue dans, je pense, la 34e vidéoconférence de cette série. Voilà, je viens juste de faire la 33 et la 32, je suis juste tourné la caméra et je filme dans l'autre sens, puisque j'ai envie de terminer, parler encore un peu sur le sujet. Cette fois-ci, c'est donc sur l'écoute. J'ai terminé la dernière vidéo en disant que quand quelqu'un vient me voir et dit « Michael, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu veux bien m'écouter ?» Mais ça se peut que je lui dise « Écoute, si c'est gentil, je veux bien. Mais si c'est des critiques, tout ça, non, je n'ai pas envie. » Il y a dans la thérapie beaucoup, je voulais parler d'abord de ça, dans la thérapie normale, dans la psychothérapie, beaucoup de techniques qui poussent à exprimer le ressenti à l'autre. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. C'est-à-dire pour moi, et c'est peut-être un jugement un peu bon marché, mais pour moi ça renforce l'ego. À partir du moment que je dis systématiquement à l'autre ce que je pense de lui, mais je pourris mon environnement. Même si je le fais avec le CMV. Moi honnêtement, en tant que personne, j'ai besoin de me sentir validé de ma manière de faire. Je suis bizarre, je le sais, les gens me le disent. Je suis bizarre, je suis différent, je suis marginal de certaines manières. Et je n'ai pas envie qu'on me déstabilise là-dedans. Je suis grand et je suis capable de me mettre en question. J'ai les projections pour ça. Et j'ai aussi autour de moi quelques amis qui savent comment m'exprimer leur vision me concernant sans me blesser. Et je n'ai pas envie, ou sans me déstabiliser, je le dis bien, je me sens blessé si l'autre veut que je change. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital après le tendon d'Achille, il a été opéré et j'avais un staphylocoque. Et à un moment donné, un ami était là dans la chambre et dit « Michael, est-ce que je peux te dire ce que je pense que tu devrais changer ?» Et je sentais une colère qui montait de ma cheville, de mon tendon presque. Et je dis pourquoi? Et il dit parce que je t'aime. Et je dis non. Si tu m'aimes, tu me demandes ce que je vis, ce que je sens. Si tu m'aimes, tu me parleras de toi, mais tu ne me dis pas comment je dois changer. Et ça arrivait une deuxième fois dans la journée avec une autre amie, une amie de cette amie d'ailleurs, qui depuis là ne me parle plus parce qu'elle n'a pas compris vraiment. Et j'ai compris quelque chose de très important parce que j'ai toujours trop tendu vers les autres. Et le tendon d'Achille, c'est ça pour moi à l'époque, trop tendu vers. Et le staphylocoque que j'avais, le staphylocoque doré, c'est une intrusion malsaine. Toutes ces personnes qui, par le fait que je suis de notre culture, cherchent à faire en sorte que je sois différent. Je ne suis pas français, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas vraiment juif non plus, mais ok, peu importe. Mais je suis tel que je suis. Et je suis le seul qui peut choisir de changer. Et si quelqu'un ne m'aime pas tel que je suis désolé, mais dans ce cas-là, effectivement, il n'est pas obligé de rester en contact avec moi. Je le comprendrai. Je préfère être aimé de tout le monde, mais j'ai enfin appris à vivre sans cet amour de tout le monde, cette affection. Mais si quelqu'un m'aime vraiment, mais il m'aime tel que je suis, bizarre. Alors, ça c'est ce que je voulais partager par rapport à la communication, parce que je trouve ça très violent, ce besoin, et c'est arrivé encore en stage récemment, quelqu'un qui a dit « Michael, j'ai un truc avec toi, est-ce que je peux te le dire ?» Et je connaissais la personne, et la personne n'allait pas parler d'elle. Tu vois, vous voyez, si moi j'ai un problème, disons, avec ma compagne, pourquoi pas? Imagine que dans l'intimité, elle ne me fait pas ce dont j'ai envie. Si je dis, Sabrina, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et après, elle dit oui, bien sûr. Elle dit, mais écoute, ça fait déjà 10 fois que je te demande de me faire ça et ça et ça, et tu ne me le fais pas. Et quand tu me le fais, tu fais avec la tête et tout ça. Disons, tu fais la tête et tout ça.
Mais c'est violent de parler comme ça à quelqu'un. Bien sûr, je le fais parfois. Mais si je devrais le dire correctement, et ça c'est donc la parole comme tout à l'heure, je parlerai de moi. Je dirais, tu sais Sabrina, on peut avec l'espace. Et j'ajouterai là-dessus, tu sais, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup du mal à exprimer mon besoin. Et bien sûr, j'aurais tendance à t'accuser et tu es pour rien. Tu es juste le miroir qui me permet de voir que j'ai du mal à exprimer mon besoin. Et dans ce cas-là, elle peut m'entendre. Vous voyez, ça fait encore partie en fait de l'autre vidéo, mais les sujets sont tellement larges. Une vidéo de 20 minutes, c'est pas suffisant par sujet. Mais c'est pas bien grave. Et donc, dans cette manière de parler, vous ne pouvez pas faire mal. Et si quelqu'un me dit, Michael, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et je dis, mais est-ce que tu vas parler de toi? Et je dis oui, dans ce cas, je veux bien t'écouter. Avec grand plaisir même. Aussi longtemps que tu veux. Et dans ce cas-là, je vais l'écouter. Alors comment est-ce que je vais l'écouter? Je pense que l'écoute, c'est la chose la plus difficile qu'il soit. Ma compagne est en stage, et c'est la première fois depuis longtemps qu'on ne se voit pas pendant 2 semaines. Et bien sûr, c'est très confrontant. Le couple, notre couple dans cette phase est très confrontant parce que je suis en train de devenir homme, elle est en train de devenir davantage femme. Je me positionne, il y a des colères, des vieux colères qui sortent, des histoires qui se répètent, et je me prépare à l'écouter quand elle revient. Et quand à mon tour j'ai quelque chose à lui dire, de parler de moi et d'utiliser l'espace et la gestion émotionnelle, tout ce qui était facile pour moi d'utiliser jusqu'à il y a 1 an et demi avant que j'ai eu ce choc de cœur. Et j'ai fait l'engagement que cette fois-ci je vais y arriver. Mais ce qui est difficile dans l'écoute, c'est que nous avons tellement, j'ai tellement encore besoin, parce que si je dis nous et je constate c'est les autres, je parle de moi, vous voyez bien, mais j'ai tellement encore besoin de parler de moi, et j'ai tellement encore besoin de me revendiquer et de montrer que j'ai raison, que d'avoir l'attitude de retrait n'est pas nécessairement évident. Quand je vois des personnes qui ont cette attitude de retrait, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement fait ce travail-là, mais qui ont un profil qui leur permet d'avoir plus de retrait. Je suis un sanguin, je suis d'origine juive, je suis hollandais, je viens d'une culture où ça négocie, où on se coupe la parole. C'est la communication vivante comme ça, c'est devenu une habitude. Et vous avez bien entendu des joutes que les juifs font entre eux, ou même dans l'humour. Je te raconte une histoire, et même quand il n'a pas encore fini, paf, je te raconte une autre, et une autre, et une autre. Donc j'ai ça un peu dans les gènes, mais je sais très bien qu'ici, dans cette culture-là, ou même dans ma culture, si je fonctionne comme ça, mon interlocuteur ne se sentira pas nécessairement entendu. Même dans mon accompagnement, je coupe souvent, je coupais souvent la parole à ceux qui venaient me voir pour éviter qu'ils partent n'importe où. Et bien sûr, j'ai tort de le faire parce que même si je comprenais ce qu'ils voulaient me dire, il ne s'agit pas de comprendre ce qu'ils veulent me dire, il s'agit du fait qu'ils se sentent entendus ou non. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour écouter l'autre, il faut que je fasse aussi la gestion émotionnelle un petit peu. Si j'oublie ce que je suis en train de faire, je peux à nouveau entrer dans cette espèce de joute ou surenchère. Hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, je parlais avec quelqu'un que je n'ai pas encore vu, mais par téléphone, et ça a été super. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que je parle avec quelqu'un avec qui on a, en apparence, au premier vue, beaucoup de choses en commun. La compagne d'un très bon ami à moi. Et ça se passait comme ça, tu vois, elle parlait, et après j'ajoutais, et après elle ajoutait. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir, et ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle était aussi contente que moi après
ça donnait une sensation de plein. Mais la plupart du temps, et si j'avais pu le faire en ce moment-là, je l'aurais fait autrement. Dans ce cas, je me suis remis à l'écoute. Pourquoi d'ailleurs? Mais c'est simple. Parce que celui qui parle apprend peu, surtout s'il ne s'écoute pas. Mais celui qui écoute, il apprend plein de choses sur lui-même. Parce que ce qui est intéressant dans l'écoute, c'est d'utiliser la projection. Quand quelqu'un me parle, en fait, il me parle de moi. Et si je suis un bon écouteur, je parle avec beaucoup d'informations me concernant. Donc quand j'écoute quelqu'un, et tout à l'heure je vais l'essayer avec mon ami, bien évidemment, si j'écoute quelqu'un, la première chose, c'est que je ne dois pas l'oublier, qu'il a besoin d'être entendu. Parce que s'il se sent entendu, après, il peut aussi mieux m'écouter. Donc il y a un certain nombre de règles pour l'écoute. La première, donc je dirais, c'est me mettre à l'écoute, de prendre du recul et de reprendre conscience que c'est moi que je vais écouter. Parce que c'est fou, je reviens encore, l'autre fois j'avais des covoitureurs, 2 fois, c'était passionnant, c'était des jeunes autour de 20 ans. Il y a même un qui a compris, il a mis sur Blablacar dans mon profil, elle dit « Faites-lui parler de son métier, il est passionné ». Et c'est vrai que dès que les gens me font parler de mon métier, de l'accompagnement, mais je deviens tellement passionné que j'oublie que l'autre a besoin d'être entendu. Je me fais rire tout seul. Parce que quand je vous explique comment je fonctionne, oui, j'ai encore du chemin à faire, heureusement. Donc la première chose, je prends du recul et je me mets à l'écoute. Et je prends l'intention de ne pas parler de moi, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas parler de moi tant que l'autre ne demande pas de détails sur ma vie. Alors comment je fais? Je vais donc tout simplement demander comment vas-tu? Et il va commencer à parler. Et quand il parle, je ferai attention de le regarder, de ne pas regarder ailleurs, de donner une écoute exclusive, de ne pas regarder les jolies filles qui passent, de ne pas regarder mon téléphone, de ne pas répondre à mon téléphone, de mettre au silencieux, d'être vraiment là avec lui, de manière empathique, c'est-à-dire s'il est triste, le rejoindre dans cette gravité, et s'il est joyeux, de sourire, de montrer que j'écoute. On écoute actif avec de ah oui, de faire des gestes, de poser des questions, mais de vraies questions, pas des questions qui sont des conseils cachés, style tu ne penses pas que tu devrais faire une thérapie, mais de vraies questions qui montrent que je m'intéresse dans son histoire. Je fais attention de ne pas faire une mimique ou une expression de mépris ou de jugement. Je cherche aussi à ne pas chercher des solutions. Je l'écoute pour moi, pour mieux comprendre mon histoire. Mais je vais essayer de ne pas trouver une solution pour lui. Parce que ça se sent dans l'écoute. La personne ne se rend peut-être pas compte consciemment, mais moi, je sens quand mon interlocuteur m'écoute vraiment, sans jugement. Donc pas de jugement et pas d'aide. Surtout ne pas d'aide. Ne cherchez pas de solution, pas d'aide. Très peu de gens ont besoin d'aide. Et quand ils ont besoin d'aide, mais je fais un entonnoir de questions que je parlerai juste à la fin. Donc, pas interrompre, pas voler son sujet. Il dit, mais je suis parti à Corse, ah moi aussi, et je raconte mon histoire. Non, laissez parler jusqu'au bout. Même quand j'ai une question à poser, laissez quelques instants pour qu'il ait la possibilité de continuer s'il a besoin. Valoriser, valider, même si je ne suis pas d'accord avec lui. J'appelle ça le mensonge sacré. Parce que c'est plus important que la personne soit validée dans son amour pour soi que je lui induis ce que je pense moi.
Parce qu'en plus, si je lui donne des conseils, je me mets au-dessus et dans ce cas-là, j'aurais enclenché la dualité, la relation dualiste entre nous. Donc pas de conseils, pas de mépris et prendre le temps pour le faire, pour écouter. Oh, j'ai oublié plein de points, mais le plus important, j'ai dit, et si la personne, et peut-être il y en a d'autres qui me viennent, mais et si la personne dit, mais Michael, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Ok, si c'est dans mon travail, je ne suis pas encore dans mon travail, dans mon accompagnement, je viens avec des idées. Mais si c'est quelqu'un un ami, mais dans ce cas, je fais un entonnoir. Ça vient aussi du livre de Servan Schreiber, et il appelle ça la question d'Elf. Ça ressemble plus à ça parce que j'ai ajouté des choses, mais en fait, c'est des questions entonnoirs. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a terminé son histoire et qu'il m'a demandé de l'aide, mais vraiment quand il m'a demandé de l'aide, s'il ne me demande pas d'aide, je ne fais pas ça. Et s'il me demandait de l'aide, dans ce cas-là, je dirais, la deuxième question, la première question c'était qu'est-ce qui t'arrive, hein, j'ai déjà posé il y a longtemps. Mais la deuxième question, ce serait, mais et qu'est-ce que tu as senti? C'est en fait l'émotion. Qu'est-ce que tu as senti? Quelle émotion as-tu vécu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu te sens avec ça? Et peut-être il va raconter son histoire, il va redémarrer. Et moi, je prends les éléments pour moi. Je cherche le parallèle. Et quand il a fini, avec des questions que je pose, avec le fait que je ne l'interromps pas, que j'écoute attentivement, mais je viens avec la troisième question. Je dis, c'était quoi le plus difficile? C'était quoi qui t'a touché le plus? Et je fais attention de ne jamais poser cette question 2 fois de la même manière. Et il va un peu plus loin encore. Et quand il a fini de raconter son histoire, je viendrai avec la quatrième question. Et je dirais, et de quoi est-ce que tu aurais besoin? Alors il va me raconter son besoin, je vais poser des questions, je vais le faire tourner. Il faut avoir le temps d'écouter quelqu'un. Et quand il a fini ça, je dirais, alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, il va peut-être me dire, mais justement, j'ai besoin de ton aide pour ça. Et là, c'est important que même si j'ai des réponses, que je ne le dis pas, que je dis, mais écoute, je t'écoute, mais là, vraiment, je n'ai pas d'idée, mais... Et dans ce cas, j'écris des sous-questions, style, est-ce que tu as déjà tout essayé? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que d'autres t'ont donné déjà des idées? Et je fais faire une espèce de vue panoramique pour qu'il perçoit lui-même l'option qu'il n'a pas encore mis en place. Et à la fin, juste l'empathie, la félicitation. Et ça, c'est très très important. J'appelle ça encore une fois, c'est peut-être, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il trouve comme solution, j'appelle ça le mensonge sacré. Parce que c'est sacré, c'est pas un mensonge. C'est un peu comme si ma compagne vient et dit « Chérie, comment tu trouves cette veste ?» Si je lui dis vraiment ce que je pense, si c'est beau, c'est ok, ça va. Mais si je trouve que cette veste n'est pas belle, et je lui dis, mais dans ce cas, je risque de faire en sorte qu'elle va venir chaque fois me voir. Pendant qu'en fait, moi, je suis en train de l'imposer un goût vestimentaire qui est lié aux cultures, à l'époque et peut-être à un lieu géographique. Donc systématiquement, je regarde qu'est-ce qu'elle a mis en premier et je valide son premier choix. Ou quand je vois ce qu'elle préfère, je valide ce qu'elle préfère. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est que la personne s'aime un peu plus après. C'est beaucoup plus important que de donner mon avis personnel, surtout quand ça concerne la politique, le goût ou des opinions. Comment permettre à l'autre de mieux s'aimer? Donc une vraie écoute commence par la compréhension que c'est moi-même que j'écoute. Et si j'écoute bien, mais je reçois de l'information. Voilà, je pense que je fais un petit tour suffisant par rapport à l'écoute cette fois-ci. Je reviendrai sûrement encore dessus dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et entraînez-vous dans cette façon d'écouter. À très bientôt.